Il n'a fallu que 5 petites minutes, un éclair dans le cours de l'histoire pour bouleverser l'équilibre de l'Alliance Atlantique. Joe Biden, tout juste descendu de son piédestal présidentiel, après avoir énoncé son ultimatum à Paris, fixait Sébastien Lecornu avec le calme hautain de celui qui croit encore que l'Amérique commande et que la France obéit comme un vieux scénario déjà trop joué. Dans son esprit, la réponse ne faisait aucun doute, la France allait courber l'échine une fois de plus devant l'ombre écrasante de Washington. Et puis, soudain, contre toute attente, le premier ministre français s'est levé. Pas pour poliment nuancer ou diplomatiquement tempérer. Non. Ce qu'il a prononcé à cet instant a glacé la salle et laissé les Américains médusés comme si un figurant venait de voler la scène aux héros autoproclamés. Ce n'était plus une querelle d'alliés civilisés, c'était une gifle diplomatique, une mise au point historique. La France venait de rappeler avec une audace oubliée qu'être allié ne signifie pas être subordonné. Mais pour comprendre l'explosion qui venait d'avoir lieu, il faut rembobiner le film. Retour 2 mois plus tôt dans les couloirs ultra sécurisés du Pentagone, là où Washington ourdissait en secret son nouveau plan de partage du fardeau, ou plutôt de mise à contribution forcée des Européens. Le 15 juillet 2025, dans une salle verrouillée du QG militaire américain, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin présentait à Biden le dernier scénario de pression diplomatique. Autour d'eux, des murs tapissés de graphiques colorés comparant les efforts militaires des membres de l'OTAN. Un diagramme en particulier faisait grimacer tout le monde, celui où les États-Unis, malgré leur discours de coopération, continuaient à couvrir 70% des dépenses de l'Alliance. Un chiffre insupportable pour une puissance qui voulait désormais qu'on l'aide à porter sa cape de protecteur. Monsieur le Président, lança Austin en désignant froidement les graphiques, il est temps d'arrêter de jouer les gardes du corps gratuits. L'Europe s'est trop longtemps reposée sur notre bouclier sans mettre la main à la poche. Biden lui scrutait les données l'œil noir lorsqu'il s'attarda sur les chiffres français. 9% du PIB, pour une puissance comme la France, c'est une blague. Qu'il passe à 3% et vite. Le plan ne brillait pas par sa finesse, mais il était redoutablement efficace, frappé fort au sommet de l'OTAN en septembre. Un message limpide à ses alliés contribuait davantage où l'on plie les parapluies étoilés. L'idée était simple, comme bonjour, faire enfin cracher au bassinet les Européens pour leur propre sécurité. Et devinez qui était dans la ligne de mire, la France, évidemment championne du scepticisme transatlantique. Sauf que Biden ignorait un détail crucial. Lecornu à Paris n'était pas resté les bras croisés. Depuis plusieurs semaines, son équipe décortiquait dans l'ombre les comptes opaques du Pentagone. Et ce qu'ils avaient trouvé, un arsenal d'informations qui risquait de retourner le piège contre son instigateur. Le 20 août 2025, dans le calme feutré de son bureau à Matignon, Sébastien Lecornu levait les yeux d'un dossier classé « Confidentiel défense » que venait de lui remettre son équipe d'analystes. Le directeur des affaires stratégiques, visiblement tendu, prit la parole avec gravité. « Monsieur le Premier ministre, ce que nous avons trouvé va faire trembler les fondations de l'Alliance. Les chiffres américains sont truqués. Les données officielles sont un décor de cinéma derrière les rideaux, la vérité est tout autre. Washington enjolive sa facture pour paraître plus généreuse qu'elle ne l'est réellement. Et le contenu du rapport, une véritable bombe. Les États-Unis n'hésitaient pas à maquiller leur budget militaire en y fourrant tout ce qui traînait intervention en Asie, lutte antidrogue, sécurité nationale et même les retraites des anciens combattants du Vietnam. Tout était bon pour gonfler artificiellement la note. Résultat, la part réellement consacrée à la défense de l'Europe était une fraction minuscule de ce que Washington osait afficher. Une supercherie comptable à grande échelle. Cette nuit-là, le sommeil fuyait Lecornu. Seul dans l'obscurité des jardins de Matignon, il marchait sans but, hanté par ce qu'il venait d'apprendre. Dans sa tête défilaient les images de ces chefs d'État européens qui, la tête basse, demandaient pardon à l'Amérique pour leur budget jugé trop faible. Il revoyait cette France soumise qui encaissait sans broncher les sermons de Washington sur ses lacunes militaires. Mais ce qui le révoltait le plus, c'était cette duplicité. Les États-Unis exigeaient des sacrifices qu'eux-mêmes maquillaient dans leurs livres de comptes. Le 1er septembre, l'heure n'était plus au doute. Lecornu réunit dans son bureau ses piliers militaires et politiques, le général Burkhard Catherine Colonna et Bruno Le Maire. L'ambiance était tendue, presque électrique. Il parla sans détour, le regard ferme. « Mes amis, les Américains s'apprêtent à nous présenter l'addition lors du sommet de l'OTAN. Ils veulent qu'on mette davantage au pot, très bien. Mais ils trichent. Leurs propres dépenses sont faussées. Cette farce doit prendre fin. »
Catherine Colonna, visiblement alarmée, prit la parole. « Sébastien, tu réalises ce que tu proposes? Si l'on dévoile ça publiquement, c'est toute l'alliance qui peut s'effondrer. » Mais Lecornu n'hésita pas. Il soutint son regard impassible. « Catherine, cette alliance est déjà bancale. Depuis 2 décennies, elle repose sur un mensonge américain bien emballé. Il est temps de faire tomber le décor. » Général Burkhard, fronçant les sourcils, laissa poindre son inquiétude. « Monsieur le Premier ministre, il faut être prudent. Les Américains disposent d'outils de pression redoutables. Ils peuvent nous priver de leurs renseignements, de leurs technologies clés. » Mais Lecornu le coupa net sans hausser le ton, mais avec une autorité glaciale. « Général, qu'il n'oublie pas que la dépendance est mutuelle. Sans nos bases au Sahel, sans notre dissuasion nucléaire, sans notre savoir-faire sur les théâtres africains, leur machine stratégique perd un de ses rouages essentiels. Eux aussi ont besoin de nous. » Les jours suivants furent une plongée dans les coulisses de la comptabilité militaire américaine. Sous les ordres de Lecornu, chaque ligne, chaque poste budgétaire fut scruté à la loupe. Et ce que ces équipes découvrirent dépassait toutes les hypothèses. Washington ne se contentait pas de grossir artificiellement ses chiffres pour l'OTAN. Pire encore, elle faisait financer par les Européens des opérations qui en réalité servaient avant tout les intérêts américains. Et puis la date clé arriva. Le 10 septembre, un sommet stratégique à Bruxelles officiellement dédié au juste partage des efforts de défense. L'occasion rêvée pour Biden de lancer ses nouvelles revendications financières. Toute la presse attendait son discours. Mais l'ironie flottait dans l'air, celui qui truquait ses factures s'apprêtait à faire la morale à ses partenaires. Le roi des comptes maquillés allait distribuer des leçons d'équité. À bord d'Air Force One en route vers Bruxelles, Joe Biden peaufinait son attaque comme un général avant la bataille. Entouré de ses conseillers, il affichait une sérénité presque arrogante, persuadé que comme toujours les Européens allaient s'aligner sans broncher. Ce qu'il ignorait totalement, c'est qu'un piège l'attendait, et que son adversaire du jour bien plus préparé qu'il ne l'imaginait détenait les clés de ses plus gros mensonges comptables. À son arrivée à Bruxelles, l'ambiance était électrique. 30 dirigeants européens réunis autour de la table tentaient de masquer la tension ambiante. Biden, fidèle à son rôle de grand financier de l'Alliance, prit la parole en ouvrant la session. Ce qui devait être un discours classique allait bientôt résonner autrement. « Chers amis, lançait-il solennellement, les États-Unis ne peuvent plus continuer à assurer seuls la protection de notre sécurité collective. » À quelques sièges de là, Lecornu gribouillait calmement sur un carnet sans broncher. Biden poursuivit « Chaque année, nous consacrons 3,5% de notre PIB à la défense nationale, soit environ 800 milliards de dollars. Et sur les dépenses de l'OTAN, nous couvrons près de 70%. Cette réalité ne peut plus durer. » Les mots tombaient comme des verdicts, puis Biden lança un regard appuyé furtif mais lourd de sous-entendus en direction de Lecornu. Certains pays européens, malgré leur prospérité, peinent encore à atteindre les 2% requis. Expliquez-moi comment il est logique que l'Amérique paie davantage pour protéger l'Europe que l'Europe elle-même. Biden n'avait pas besoin de pointer du doigt son message, bien qu'enrobé de formules diplomatiques transperçait la salle comme une lame froide. L'Europe, selon lui, s'endormait sous le parapluie américain en rechignant à investir dans sa propre défense. Et le coup de griffe ne tarda pas à tomber. « Prenez la France », lança-t-il le ton un brin irrité. « Elle possède une économie parmi les plus robustes du continent, mais son engagement militaire reste loin du niveau requis face aux menaces actuelles. Il est temps que Paris comprenne que la sécurité se paie et que cette facture doit être équitablement répartie. » Un tacle en pleine lumière, savamment calculé. Et Biden enfonça le clou sans trembler, terminant par un ultimatum glacial. D'ici 2 ans, tous les membres de l'OTAN devront porter leurs dépenses militaires à 3% de leur PIB. Ceux qui refuseront devront faire sans le parapluie américain. La menace était à peine maquillée. Le choix offert était binaire: obéissez ou gérez seul votre sort. Un silence plombant s'abattit sur l'Assemblée. Les chefs d'État échangeaient des regards embarrassés comme des élèves pris en faute. L'ultimatum américain venait d'être lancé, brutal, sec, humiliant. Alors Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, demanda timidement si quelqu'un souhaitait réagir. Les regards convergèrent immédiatement vers les grandes puissances du continent. Ce qui allait suivre n'était écrit dans aucun scénario, et pourtant tout le monde s'en souviendrait. Et là, sans un mot, Lecornu se leva.
lentement, avec une maîtrise presque théâtrale. Il n'eut pas besoin de signaler qu'il allait parler, il ne feuilleta aucune note, il ne consulta aucun dossier, il se contenta de se redresser, de croiser calmement les bras et de planter son regard dans celui de Joe Biden. La salle instantanément se figea. Plus un souffle. Le silence était total, glacial. Puis sa voix résonna posée, claire, implacable jusqu'au fond de la pièce. « Monsieur le Président Biden, je vous remercie sincèrement pour ce cours magistral sur la gestion budgétaire militaire. C'est toujours enrichissant de recevoir des leçons de transparence financière, surtout quand elles viennent du chef d'un État aussi exemplaire en la matière. » Le ton restait courtois, presque feutré, mais dans chaque syllabe vibrait une tension sourde, comme une lame sous un gant de velours. L'équipe américaine soudain perdit quelques couleurs. L'écornu poursuivit le regard toujours accroché à celui de son homologue. « Vous évoquez la notion de contribution équitable. Très bien, alors laissez-moi vous adresser mes félicitations les plus sincères pour l'équité si singulière dont font preuve les États-Unis. » Sans un mot de trop, le cornu sortit de sa mallette un épais dossier visiblement lourd, autant par son poids que par son contenu. J'ai ici quelques documents, disons éclairants sur la fameuse notion de équité que vous évoquiez à l'instant. Il fit glisser lentement la couverture avec la précision d'un chirurgien prêt à opérer, puis commença à égrener les chiffres comme on frappe un gong dans un temple silencieux. Budget militaire américain pour 2025, 1000 milliards de dollars. Voici la répartition réelle, 340 milliards pour la zone Asie-Pacifique, 101 milliards absorbés par les opérations intérieures, 20 milliards pour les pensions d'anciens soldats, 95 milliards alloués à de la recherche sans lien avec l'OTAN. Chaque ligne tombait comme un couperet. La salle retenait son souffle. Le cornu poursuivit implacable, voix ferme, regard figé. Et maintenant, la réalité brute, contribution effective à la sécurité européenne, 65 milliards, soit 8% du budget total, loin très loin des 70% annoncés fièrement. L'écran de fumée venait de voler en éclats. La superproduction comptable américaine était exposée au grand jour et Biden, le visage pâle, il ne disait plus un mot. Mais le cornu n'en avait pas fini. Sa voix désormais tranchante comme une lame reprit. Et encore sur ces 65 milliards, 40 servent surtout à entretenir vos bases en Europe. Des bases qui, rappelons-le, servent à projeter votre influence au Moyen-Orient. Donc, si l'on parle de contribution réelle à la défense de l'Europe, le chiffre tombe à 25 milliards, pas un de plus. L'effet fut immédiat, presque physique, comme une onde de choc silencieuse traversant la salle. Les dirigeants européens hébétés mesuraient l'ampleur du mensonge. Certains incrédules sortirent de leur téléphone pour refaire les calculs eux-mêmes. D'autres, déjà convaincus, griffonnaient frénétiquement sur leurs bloc-notes. Une chose était sûre, ce moment précis marquait un tournant. Ce n'était plus un simple désaccord diplomatique, mais un véritable tremblement de terre transatlantique. Le cornu leva calmement les yeux vers Biden avec cette froideur tranchante propre aux vérités qu'on ne peut plus enterrer. Alors, Monsieur le Président, quand vous affirmez porter 70% des dépenses de l'OTAN sur vos épaules, vous travestissez la réalité. En vérité, votre part réelle n'atteint même pas 12%. Tout le reste, ce ne sont pas des dépenses pour la sécurité collective, mais pour alimenter votre propre appareil impérial. Vos bases, vos ambitions globales, votre domination mondiale, pas notre défense. Biden tenta une échappatoire bafouillant quelque chose sur les chiffres, les interprétations divergentes. Mais le cornu ne lui laissa même pas le temps de finir sa phrase. Une interprétation, Monsieur le Président, j'ai ici noir sur blanc les relevés budgétaires du Pentagone. Des documents que nos services ont analysés dans le détail. Souhaitez-vous que je les distribue à l'ensemble de cette assemblée? C'était clair, le cornu tenait les preuves. Il avait les munitions prêtes à être dévoilées, et face à cette menace explicite de dévoiler la supercherie au grand jour, Biden se retrouva acculé, pris au piège de son propre mensonge. Mais venons-en au fait concret, lança le cornu désormais investi d'un calme autoritaire qui imposait le silence. La France alloue 58 milliards d'euros à sa défense, et sur ce montant, 95% sont directement dédiés à la sécurité du continent européen. Cela nous fait 55 milliards nets pour la protection de l'Europe. En proportion, cela représente 2 à 1% de notre PIB, pas en promesse, pas en posture. En réalité tangible. Il attrapa un autre dossier, cette fois encore plus mince,
Mais plus tranchant, de votre côté, les États-Unis dépensent 850 milliards au total. Et sur cette somme seule, 25 milliards sont véritablement consacrés à l'Europe, soit 3% de votre budget militaire. Et ramené à votre PIB, cela fait 0,12%. Oui, vous avez bien entendu 0,12. L'écart était abyssal. Le contraste faisait mal, comme un projecteur braqué sur un décor de théâtre en carton-pâte. Alors dites-moi, Monsieur le Président, qui est réellement le pilier de la défense européenne, Biden ne répondit pas. Ses certitudes s'étaient éparpillées comme un château de cartes balayé par le vent, mais l'écornu n'avait pas encore lâché l'affaire. Il enchaîna plus incisif encore. Et maintenant que les masques sont tombés, permettez-moi d'interpréter ces chiffres à leur juste valeur. Sa voix s'était faite plus sèche, plus tranchante. Depuis 2 décennies, vous jouez avec les chiffres comme un illusionniste avec ses tours. Vous fabriquez l'illusion que vous payez pour notre sécurité, alors que c'est l'Europe qui finance votre hégémonie planétaire. Le cornu se retourna lentement, balayant du regard l'ensemble de l'Assemblée. Sa voix désormais vibrante s'adressa directement aux chefs d'État européens. « Mesdames et messieurs, il est temps de rompre avec cette soumission comptable que nous impose Washington. Nous contribuons déjà davantage que les Américains à la défense de notre propre continent. Alors non, nous n'avons plus à nous justifier parce que nous dépensons 2% de notre PIB, pendant que eux, dans les faits, n'en consacrent que 0,12% pour protéger l'Europe. » Et là, ce fut l'explosion. Un souffle d'indignation collective balaya la salle. Le premier ministre britannique se leva d'un bond abasourdi. « Attendez, vous êtes en train de dire qu'on paye plus que les États-Unis? » À peine le temps de finir que le chancelier allemand renchérit outré. L'Amérique nous refile la facture de ses propres aventures impériales. L'effet domino était lancé. L'indignation devenait incendiaire. Biden tenta tant bien que mal de reprendre la main. Il faut remettre tout cela dans son contexte. Ces accusations sont graves. Mais l'écornu l'interrompit sans la moindre hésitation, tranchant net. Le contexte, Monsieur le Président. Il est limpide. Cela fait 20 ans que vous déformez les chiffres pour faire croire que vous payez pour notre sécurité. Alors qu'en vérité, ce sont vos guerres au Moyen-Orient que vous nous faites financer sous couvert d'OTAN. Et puis, il marqua une pause. Un sourire glacial se dessina sur son visage. Vous voulez connaître le comble de l'ironie. Vos bases en Europe ne sont pas là pour nous protéger. Elles sont là pour étendre votre influence en Afrique et en Asie. C'est pour votre empire que nous réglons l'addition, pas pour notre sécurité. Ces phrases tombèrent comme des boulettes de canon sur les dorures de l'Assemblée. Une claque, un électrochoc. Dans le silence qui suivit, une vérité brutale flottait dans l'air. L'OTAN, cette alliance prétendument solidaire, reposait en réalité sur un gigantesque mensonge budgétaire. Ce n'était pas l'Amérique qui protégeait l'Europe, c'était l'Europe qui finançait à son insu l'expansion globale de l'Amérique. L'écornu ne relâcha pas la pression. Il se tourna vers Biden, regard fixe, voix calme, mais chargée comme une ogive, Monsieur le Président. Si vous souhaitez vraiment renégocier les termes de notre alliance, alors faisons-le. Mais cette fois à partir des vrais chiffres. Pas des montages comptables faits pour illusionner. Il déposa lentement un document sur la table, le dernier. Voici, noir sur blanc, la proposition française pour une répartition équitable des charges militaires. Et là, il déroula les conditions une à une comme un procureur énonçant les chefs d'accusation. Premièrement, transparence totale. Chaque pays devra publier dans le détail la ventilation de son budget militaire. Fini les entourloupes. Une exigence taillée sur mesure pour Washington. Deuxièmement, seuls les montants réellement affectés à la défense européenne seront pris en compte. Pas un centime pour vos interventions déguisées. Troisièmement, si les États-Unis veulent conserver leur base en Europe pour lancer leurs opérations ailleurs dans le monde, qu'ils les financeront eux-mêmes. Et il conclut sans hausser le ton, mais avec la fermeté du couperet. Ce n'est plus à nous de payer pour maintenir votre empire. Ces exigences n'étaient pas de simples propositions. C'étaient des coups de tonnerre dans le ciel feutré des relations transatlantiques. Pour Washington, elles avaient le goût amer d'un affront. Une révolution déguisée en protocole. Et puis le cornu asséna la dernière phrase comme on abat un marteau sur l'enclume. Et si ces conditions ne sont pas respectées, alors oui, la France envisagera sérieusement de se retirer des mécanismes intégrés de l'OTAN. Nous refusons de continuer à faire partie d'une alliance fondée sur le mensonge et sur l'exploitation déguisée en solidarité. Le message était limpide. L'ultimatum implacable. La sortie était là posée sur la table. Brutale,
sans détour, sans appel. Face à cette offensive méthodique, Biden n'avait plus de marge. Piégé par ses propres artifices, il était forcé de choisir soit revenir à la vérité, soit assister à l'effondrement historique d'une alliance qu'il prétendait diriger. L'écornu conclut d'une voix plus posée mais d'une sévérité glaciale. « Monsieur le Président, vous avez triché sur vos contributions. Vous nous avez fait financer vos guerres sous prétexte de protection. Vous avez réduit vos alliés au rang de comptables dociles. Ce temps-là est révolu. Désormais, l'Alliance Atlantique sera équitable ou elle n'existera plus. » Puis il se rassit, lentement. La salle tétanisée resta figée, et Joe Biden lui restait là le regard vide figé dans le silence. Sans un mot, écrasé. Ce qui venait de se produire était sans précédent depuis la naissance même de l'Alliance. Pour la première fois depuis 1949, un leader européen osait à voix haute remettre en question les fondations économiques de l'OTAN. Et pas en coulisses, en direct, en pleine lumière. Ce qu'il déclencha dans les heures suivantes allait bouleverser jusqu'au cœur même de l'architecture transatlantique. En quelques heures, les capitales européennes s'enflammèrent. Berlin, Rome, Amsterdam, toutes exigèrent l'ouverture immédiate des livres comptables américains. Audit complet. Zéro zone d'ombre. L'effet médiatique fut instantané, mondial ravageur. Le Figaro barre à sa une, l'OTAN plongée dans une tempête budgétaire. The Guardian dénonçait « Biden prit la main dans le sac des chiffres truqués ». Der Spiegel, plus lapidaire encore, le rideau tombe sur le mensonge atlantique. Partout, les révélations françaises éclataient comme une charge de dynamite soigneusement placée sous un édifice que l'on croyait indestructible. Mais le séisme le plus violent n'eut pas lieu à Bruxelles ni à Paris. Il frappa Washington. Au Congrès, la stupeur vira à la fureur. Les élus américains découvrirent avec sidération que la Maison-Blanche avait falsifié la réalité des contributions à l'OTAN. Les républicains montèrent immédiatement au créneau accusant Biden d'avoir sciemment menti au peuple américain. Les démocrates, pris à contre-pied, réclamèrent dans l'urgence une enquête parlementaire. La boîte de Pandore venait d'être ouverte et personne n'était prêt à ce qu'elle contenait. En France, la riposte populaire ne se fit pas attendre. Elle fut immédiate et tonitruante. En moins d'un jour, les courbes de popularité de l'écornu s'envolèrent comme une fusée de 64 à 79% en l'espace de 24 heures. La raison simple. Depuis De Gaulle, aucun chef d'État français n'avait osé défier frontalement Washington sur le terrain sacré de la défense, et en ressortir non seulement debout mais triomphant. La filière industrielle de l'armement hexagonal, elle exultait. Enfin, un responsable politique qui défend les intérêts stratégiques nationaux sans trembler lança soulager le PDG de DAO. Chez Tal, même son de cloche, il fallait que quelqu'un mette fin à cette vaste supercherie budgétaire. C'était comme si la France entière s'était débarrassée d'un vieux complexe d'infériorité. Et l'économie, elle aussi, semblait soudain redresser ragaillardie comme réveillée d'un long sommeil atlantiste. Une semaine plus tard, Joe Biden tenta tant bien que mal de reprendre le contrôle du récit. Il promit des explications, des chiffres, de la clarté. Mais le mal était fait. La parole américaine, autrefois sacro-sainte dans l'enceinte de l'OTAN, sonnait désormais creux. Le pays qui se rêvait pilier du monde libre s'était transformé aux yeux de tous en manipulateur pris la main dans le sac. Et puis, le 1er octobre, pile 3 semaines après l'intervention choc de l'écornu, l'impensable devint réalité. Le Congrès américain, dans un retournement historique, adopta une résolution exigeant la transparence intégrale des contributions financières de l'OTAN. Pour la première fois, les États-Unis eux-mêmes se virent obligés de dire la vérité. Noircir chaque poste, publier chaque chiffre. La forteresse comptable de Washington venait de tomber. Et cette fois, ce n'était pas un missile qui l'avait frappé, mais un Français. Et quand enfin la transparence fut imposée, le rideau se déchira. Les chiffres bruts implacables confirmèrent mot pour mot les accusations de l'écornu. La part réelle que les États-Unis consacraient à la défense européenne, un minuscule 0,12% de leur PIB. Là où ils exigeaient 2% des autres, eux n'alignaient que des miettes. Le grand théâtre comptable américain s'écroulait sous les projecteurs du monde entier. Soudain, l'écornu n'était plus seulement un premier ministre. Il devenait l'incarnation d'une Europe qui cesse de plier. Son affront au faux-semblant de Washington déclencha une onde de choc planétaire. Depuis Ottawa, le premier ministre canadien salua le geste « Grâce à l'écornu, nous ne sommes plus otages du bluff comptable américain ».
Et de Séoul, le président sud-coréen renchérit: la France nous a prouvé que dire non à Washington, c'est possible. Novembre 2025 entrera dans l'histoire comme le mois où l'OTAN, pour la première fois depuis sa création, devint une alliance régie par des chiffres vrais. Fini les tours de passe-passe budgétaires. Les contributions furent désormais calculées non plus sur des illusions, mais sur les dépenses concrètes. Le mensonge atlantique venait de prendre fin. Puis en décembre, Lecornu fut convié à s'exprimer dans un amphithéâtre prestigieux de l'Institut français des relations internationales. Devant une audience de diplomates stratèges et analystes du monde entier, il prononça ces mots restés dans les annales: « Mesdames et messieurs, l'Alliance transatlantique vient de briser 2 décennies d'illusions comptables. Ce que nous avons découvert, c'est que celui qui prétendait nous protéger nous faisait financer ses propres guerres impériales. Et c'est précisément cette vérité qui nous a rendus libres. » Il reprit la parole avec cette assurance tranquille de ceux qui ont vu basculer l'histoire. On disait que mettre à nu la supercherie américaine allait fissurer l'Alliance. Et pourtant, c'est l'inverse qui s'est produit. La vérité n'a pas fragilisé l'OTAN, elle l'a consolidée. En étant honnête, nous avons rétabli l'équilibre et en exposant la réalité, l'Europe a retrouvé sa fierté. La salle éclata en applaudissements. 12 minutes, debout. Le 31 décembre 2025, devant des millions de Français suspendus à ces mots, Lecornu livra un message qui sonnait comme un clap de fin sur des décennies de soumission. Il y a à peine 4 mois, nous écoutions encore docilement les leçons venues de l'autre côté de l'Atlantique sur notre soi-disant paresse militaire. Aujourd'hui, nous savons que nous finançons bien plus que notre propre sécurité. Et cette vérité nous a rendu notre dignité. Puis, dans un souffle presque solennel, il reprit la phrase qui avait marqué le sommet de Bruxelles: « Je n'ai fait qu'une chose, dire la vérité. Une vérité crue, gênante mais nécessaire. Il n'aura fallu que 5 minutes pour mettre fin à 20 ans de chantage budgétaire. Et ce réveil, mes amis, il ne s'arrêtera plus. » Et ainsi débuta 2026. Une nouvelle ère pour l'OTAN qui abandonnait ses faux semblants, une Europe réconciliée avec elle-même, debout digne, une Amérique forcée de compter honnêtement. Et tout cela grâce à un homme de 39 ans qui un jour a osé répondre non au plus grand mensonge de Washington. Aujourd'hui, lorsqu'on retrace le basculement historique de l'OTAN, tous les regards convergent inévitablement vers un instant précis. Ce n'est ni un rapport ni un traité, mais une phrase lâchée à 16h15 ce 15 septembre 2025. Dans une salle feutrée de Bruxelles, un premier ministre français s'est levé et sans trembler a lancé à Biden: « Monsieur le Président, 0,12% de votre PIB, c'est tout ce que vous consacrez à notre sécurité. Nous ne sommes pas vos comptables, ni vos sujets. » Ce jour-là, l'Europe s'est éveillée. Elle a compris qu'elle n'était plus une dépendance militaire américaine, mais une entité souveraine. 5 minutes. Il n'aura fallu que 5 minutes pour briser l'illusion. 5 minutes durant lesquelles la France a repris en main sa voie stratégique. 5 minutes où Sébastien Lecornu a gravé son nom dans le marbre de l'histoire comme l'homme qui a rendu sa colonne vertébrale à l'Alliance. Et Biden, il ne les a jamais digérées, ces 5 minutes. Obligé depuis de publier ses chiffres réels sous la pression de son propre Congrès, il sait une chose: l'histoire ne retiendra pas un discours, mais sa défaite. Celle du dernier président avoir tenté de faire croire à une hégémonie qui ne reposait que sur des tableaux Excel trafiqués. Mais ce que personne n'avait encore vu venir, pas même Lecornu à ce moment-là, c'est que cette affaire d'OTAN n'était que la partie émergée d'un iceberg. Les maquillages budgétaires américains ne s'arrêtaient pas aux frontières de l'Atlantique. Ils allaient bien au-delà. Ce qui n'était au départ qu'un affrontement politique allait bientôt dévoiler une supercherie d'une ampleur vertigineuse. 4 semaines après le choc diplomatique de Bruxelles, dans le silence feutré des bureaux de la rue Cambon, un face-à-face discret se tenait entre Sébastien Lecornu et le premier président de la Cour des comptes. Ce dernier, visiblement secoué, lui tendit un dossier confidentiel. « Monsieur le Premier ministre, vos accusations ont déclenché une tempête. Nous avons lancé un audit intégral des accords militaires avec les États-Unis depuis 2000 et ce que nous avons trouvé est proprement sidérant. » Il prit une pause, puis lâcha la bombe. « Sur les seules bases américaines situées en France, Washington nous a facturé 12 milliards d'euros en trop. 12 milliards pour des coûts d'entretien gonflés, des loyers imaginaires, des frais techniques jamais détaillés. Et ce n'était que le début. Car en parallèle, d'autres rapports affluaient de Berlin, de Rome, d'Ankara. Partout où les soldats américains posaient leurs bottes, les factures s'envolaient. Ramstein Aviano Incirlik,
Le même stratagème se répétait presque comme un modèle d'affaires surfacturation dissimulation silence complice. Ce n'était plus seulement une fraude comptable. C'était une industrie du mensonge et elle était mondiale. Jetons un œil à Mourmelon, lança le magistrat en étalant les feuilles sur la table. Facturation annuelle des Américains, 340 millions d'euros pour 3000 soldats. Coût réel estimé par nos équipes, moins d'un quart, 80 millions. Bilan de cette petite magie budgétaire, une surfacturation de 260 millions par an. Et cela sur 15 ans. Faites le calcul, 2-4 milliards d'euros évaporés pour une seule base, une seule. Le cornu feuilletait des pages, les sourcils froncés. La stupeur faisait place à une rage froide. Ce n'était plus seulement un écart de vision stratégique, c'était du vol en col blanc exécuté avec méthode et arrogance. Alors même que la Maison-Blanche sermonnait l'Europe pour ses prétendues contributions insuffisantes, elle ponctionnait discrètement ses partenaires à coups de contrats pipés. L'OTAN n'était plus une alliance défensive, c'était devenu un vaste système de prédation budgétaire au profit exclusif de Washington. Et le 20 octobre 2025, exactement un mois après le sommet de Bruxelles, Cornu décida de passer à l'attaque. Dans la salle dorée de l'Élysée, devant une armée de journalistes venus du monde entier, il dévoila la suite du scandale. La bombe. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il solennel, nous pensions que Washington se contentait de truquer ses comptes, mais en réalité, il nous dépouille à visage découvert. » Et là, Cornu sortit le grand jeu. Un épais classeur noir encore plus massif que le précédent, mesdames et messieurs, dans ce dossier se trouvent les preuves irréfutables. L'administration américaine a surfacturé 47 milliards d'euros aux Européens depuis l'an 2000. Non, Washington ne nous protège pas. Elle nous facture au prix fort son parasitisme. Elle nous saigne, voilà la réalité. Le choc fut immédiat. Un séisme médiatique mondial. Les rédactions du Globe s'affolaient. Berlin découvrait qu'elle s'était fait plumer de 18 milliards. Rome, de son côté, sortait les calculettes 8 milliards envolés. Madrid, Varsovie, Amsterdam, partout la même douche froide. Tous les pays abritant des bases américaines réalisaient qu'ils étaient non pas partenaires, mais victimes. Grâce à ce scandale transcontinental, Cornu déclencha ce que personne n'avait osé imaginer, une véritable rébellion des vassaux. Le 25 octobre, il lança officiellement une coalition européenne d'audit militaire, une alliance entre les pays grugés unis, par une mission simple, faire la lumière, récupérer les 47 milliards subtilisés et renégocier chaque contrat truqué. Mais l'incendie ne s'arrêta pas aux frontières de l'Europe. À Tokyo, c'est la stupeur, 23 milliards de dollars de surfacturation sur la base d'Okinawa. Séoul, même scénario, 15 milliards de trop. Canberra s'effondre à son tour. L'Australie, pourtant partenaire des Five Eyes, admet avoir été dupée de 8 milliards à travers les accords AUKUS. La révélation avait fait le tour du globe comme une onde de choc radioactive. Une chose devint limpide, toutes les alliances liées à Washington, qu'il s'agisse de l'OTAN de l'ANZUS ou des pactes militaires bilatéraux, reposaient sur un château de cartes financiers. Le mirage d'une Amérique protectrice s'effondrait, écrasé par le poids de ses propres tricheries comptables. Mais le coup de théâtre le plus inattendu n'éclata pas en Europe, mais à Washington même. Le 1er novembre 2025, le Congrès américain, dans un sursaut d'intégrité, publia un rapport bipartisan. Le contenu, une véritable bombe, le Pentagone accusé noir sur blanc d'avoir gonflé délibérément ses factures à l'étranger. Pour la première fois, l'Amérique officielle avouait l'inavouable. Le rapport était sans ambiguïté, les révélations du Premier ministre français sont fondées. Le département de la Défense a orchestré une vaste opération de surfacturation à l'échelle mondiale, permettant de financer l'expansion de l'Empire américain sans en informer ni son peuple ni ses alliés. Et ainsi, en cet automne brûlant de 2025, Cornu scella sa victoire définitive. Le mensonge atlantique était mort, l'illusion d'un leadership américain désintéressé balayée. Dès lors, les anciens partenaires ne demandaient plus des clarifications mais exigeaient des renégociations. Et Washington n'était plus en position de refuser. Berlin n'attendit pas une minute de plus, 18 milliards d'euros réclamés au centime près. Tokyo, plus tranchante encore, brandit la menace nucléaire. Diplomatique, pas de remboursement des 23 milliards, vos bases fermes. Pris dans une tempête diplomatique qu'il n'avait pas vu venir, Joe Biden fut contraint de faire ce que peu de présidents américains avaient fait avant lui, s'excuser publiquement la tête baissée. Le 15 novembre 2025, à la Maison-Blanche, les caméras captèrent un moment d'histoire. D'une voix éteinte, il admit l'évidence. Les États-Unis reconnaissent avoir appliqué des erreurs comptables dans leurs facturations militaires à l'international.
Cette traduction, on s'est fait penser. Et cette fois impossible de s'en tirer. Mais dans l'Amérique d'après le Cornu, les excuses ne suffisent plus. Le scandale que les médias surnommaient déjà simplement le Cornu comme une gifle gravée dans le marbre avait réduit en poussière le prestige du président. Les chiffres parlaient plus fort que les discours. 73% des citoyens américains rejetaient sa gestion du fiasco atlantique. Pour la première fois depuis des décennies, un locataire de la Maison-Blanche se retrouvait publiquement corrigé par ceux-là même qu'il prétendait défendre. L'hiver suivant fut glacial pour la diplomatie américaine. Le monde avait basculé. L'Amérique n'était plus le chef de meute, mais un membre du groupe. Les relations internationales n'étaient plus dictées par l'oncle Sam, mais renégociées d'égal à égal. Le moment Le Cornu n'avait pas simplement révélé un scandale, il avait redéfini les rapports de force mondiaux. Janvier 2026. 4 mois après avoir cloué Biden sur place à Bruxelles, Sébastien Lecornu recevait une récompense à la hauteur de son coup d'éclat, le prix Charlemagne, symbole suprême de l'unité européenne. Le jury ne mâchait pas ses mots. Grâce à lui, l'Europe a brisé les chaînes invisibles de la domination comptable américaine. Il a redonné de l'oxygène à une alliance asphyxiée par le mensonge. Depuis la tribune d'Aix-la-Chapelle, Lecornu lâcha une phrase qui marquerait l'histoire. « Cette médaille n'est pas la mienne, elle appartient à chaque Européen qui a refusé de s'incliner devant le mensonge atlantiste. Nous avons osé dire non à Washington et nous avons gagné. Oui, la vérité peut vaincre l'empire de l'illusion. » Ton calme regard perçant et un silence solennel qui s'abattit sur la salle. L'effet fut immédiat. Lecornu venait de gravir une marche de plus, il n'était plus seulement le héros français de la rébellion budgétaire, il devenait le repère moral d'un Occident en quête de souveraineté. À Washington, la douche froide persistait. Fini le temps des ordres. Désormais, les discussions se faisaient sur la base du respect et du vrai prix à payer, mais c'est au mois de mars 2026 que le monde comprit que le combat de Lecornu dépassait les frontières européennes. Ce jour-là, l'Assemblée générale de l'ONU vota à l'unanimité un texte qui allait marquer un tournant dans l'histoire diplomatique moderne, la Déclaration universelle des droits des alliés. Inspirée mot pour mot de l'insurrection comptable française, elle posait 3 vérités désormais gravées dans le marbre. Article 1. Aucune alliance ne doit survivre à un mensonge déguisé en budget. Article 2. Chaque nation alliée a le droit absolu d'auditer ce qu'elle paye. Article 3. Surfacturer un allié revient à trahir l'alliance. En 3 phrases, l'ONU venait de signer l'acte de décès de la domination financière américaine. Le mythe du protecteur généreux s'était effondré. Puis en avril 2026, un événement inimaginable bouleversa la scène politique mondiale. Joe Biden, visage figé, annonçait qu'il ne se représenterait pas. Les révélations venues d'Europe ont mis en lumière des dérives que nous devons impérativement corriger, lâcha-t-il lors de son discours d'adieu. Jamais un président américain n'avait été poussé vers la sortie par ses propres alliés. Une première dans l'histoire, un séisme politique, et derrière ce tremblement de terre, un ministre français de 39 ans. Les chiffres finaux étaient dignes d'un scénario hollywoodien. Grâce à l'offensive de Lecornu, 47 milliards d'euros furent restitués aux Européens, 65 accords militaires entièrement renégociés sur la base de chiffres réels et 34 bases américaines forcées de lever le voile sur leurs comptes. La fameuse DCU, Déclaration des contributeurs unifiés défendue bec et ongles par la France, était désormais l'étalon or des relations d'alliance à travers le globe. Et en France, l'impact fut fulgurant. Les sondages s'envolèrent, 96% des Français plébiscitaient la doctrine d'autonomie stratégique impulsée par leur Premier ministre, du jamais vu depuis De Gaulle. Après des décennies d'alignement contraint, la France reprenait le contrôle de son destin militaire face à l'ombre américaine et l'économie dans tout ça gagnante elle aussi. Les 12 milliards détournés par Washington furent récupérés et immédiatement réinjectés dans le budget de la défense nationale. Résultat, une armée mieux équipée, mieux financée et surtout libérée de la tutelle financière de l'OTAN. L'indépendance ne s'affirmait plus seulement en discours, elle s'imprimait désormais en euros. 8 mois après son duel verbal avec Biden, Lecornu foulait le sol du temple de Washington pour un sommet historique. Mais cette fois, tout avait changé, les Européens ne venaient plus quémander, ils venaient négocier. Audit sous le bras, chiffres à l'appui, ils imposaient une réalité crue à l'Amérique, la domination unilatérale était terminée. « Chers amis américains », lança-t-il dans son discours inaugural,
Nous ne sommes plus des débiteurs silencieux, mais des associés lucides. Les mensonges budgétaires d'hier ne survivront pas à l'alliance de demain. Elle sera bâtie sur la clarté ou elle ne tiendra pas. Un tonnerre d'applaudissements secoua la salle pendant 15 minutes. Pour la première fois, Washington goûtait au statut de simple partenaire, et non de maître. L'ère du bluff impérial cédait sa place à celle de la transparence partagée. Sous les drapeaux flottants de la fête nationale, Le Cornu prit la parole depuis les Champs-Élysées avec une solennité rare. Françaises, Français, il y a 10 mois à peine, nous étions encore sous tutelle comptable. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis eux-mêmes qui viennent de nous restituer les 12 milliards volés. La France a brisé ses chaînes. La France a repris son destin. Sur les pavés vibrants de l'avenue, la foule répondit d'une seule voix, entonnant une Marseillaise aussi puissante qu'un coup de tonnerre. L'hymne national s'éleva dans le ciel de Paris et traversa l'Atlantique jusqu'aux oreilles de Washington. Un tel écho ne s'était plus fait entendre depuis 1966 lorsque De Gaulle claquait la porte du commandement intégré de l'OTAN. Ce jour-là, la France ne se contentait plus de revendiquer son indépendance, elle la chantait haut et fort face à l'Empire américain. L'été 2026 consacra une réalité que nul ne pouvait plus ignorer. Le Cornu avait brisé les chaînes de la soumission. L'Alliance atlantique, autrefois bâtie sur la domination et le mensonge, s'était métamorphosée en un pacte d'égal à égal. Les États-Unis n'étaient plus le chef de file incontesté de l'Occident. Ils devenaient un interlocuteur parmi d'autres tenu d'écouter, de justifier et surtout de respecter. Une leçon gravée dans le marbre de l'histoire, pour toujours.